And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour, eh bien c'est notre débat du dimanche. Alors, Tatiana, Michel, qui nous parle du Canada. Tatiana, elle est trop connue. Oh, c'est pas possible. C'est la star de YouTube maintenant. Et puis Ti, d'origine vietnamienne, qui vient nous rejoindre. Parle-nous un peu de toi, Ti. Bonjour Philippe, bonjour Tatiana et bonjour Michel. Voilà, je Mhm, m'appelle Ti et je suis à la retraite. mhm, Oui, c'est le travail, tout ça, c'est derrière moi. Et c'est pour ça mhm, maintenant je peux participer librement au débat comme celui-ci. Alors, pourquoi je connais votre site, Philippe? Merci beaucoup. Parce que depuis le jour invasion russe sur l'Ukraine, je suis tout de suite intéressée. Mais tout de suite. Alors, ce jour-là, mes enfants, ils ont cotisé pour moi, pour partir voir Venise. Et je disais à mon compagnon, on va rester 11 jours à Venise. Et si après 11 jours, ce Poutine n'a pas fait son affaire, eh ben la guerre va durer longtemps. Je disais ça ce jour-là. Effectivement, 11 jours après, je suis retournée en France. La guerre continuait. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis d'origine vietnamienne et que je suis du nord du Vietnam, j'étais éduquée dans un système communiste, il faut le dire. Mais on n'était pas malheureux. Voilà. Peut-être on n'avait pas de comparaison non plus. Bon. mhm. Et la guerre qui était arrivée au Vietnam, les Américains nous ont bombardés quand j'avais 9 ans. On savait pas pourquoi les gens qui habitent 14 000 kilomètres d'ici et qui viennent nous bombarder. En tout cas, le peuple du nord du Vietnam était 100% réuni autour du Parti communiste pour combattre les Américains, avec le guide Ho Chi Minh, Oncle Ho. Voilà, donc toute ma jeunesse, c'est comme ça. Ensuite, je suis partie faire les études dans l'un des pays frères, dont la Pologne. Ensuite, je suis venue en France en 1981, suite au mouvement Solidarność en Pologne. Donc, vous pouvez imaginer que j'ai vécu beaucoup de régimes. Voilà. Et là, je suis intéressée à la chaîne de Philippe parce que je trouve ici les infos de toutes parts beaucoup plus objectifs que si j'écoute NCI ou BFM TV. Donc, Mais alors, donc Ti, voilà, ça me plaît. Ça me plaît. je Voilà. voudrais te demander un truc. Oui. Est-ce que tu fais une comparaison entre la guerre du Vietnam et la guerre d'Ukraine? Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Oui, je fais la comparaison. Je fais une comparaison, ça pratiquement chaque fois quand j'écoute l'info qui vient de Vietnam. Parce que je ne vous cache pas, j'écoute les infos qui viennent directement des Vietnamiens qui vivent au Vietnam, qui font les émissions en vietnamien. Mhm, Donc, en général, le peuple vietnamien soutient la Russie. Mais le gouvernement pratique une politique diplomatie de bambou. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Bambou, c'est un peu comme les roseaux. Donc, c'est... Ah, vous comprenez? Voilà. Mais Flexible. Je veux bien que tu l'expliques. bah écoutez, c'est Flexible. simple, parce que le Vietnam, nous sommes tout près d'un pays qui s'appelle la Chine. Oui. Hein, on n'a pas un amour vraiment très fort pour la Chine. On peut pas Hein. dire ça. Voilà, on peut dire ça. Oui. Je reste diplomate. Hein. Voilà, mais on sait qu'on est petit. Hein. Ouais, Donc on ne peut pas tout le temps être franc. Hein. ouais.
La preuve, en 1979, il nous a déjà envoyé le Vietnam. Vous avez entendu parler de la guerre 1979. Mhm. Mes propres neveux étaient partis en guerre, dans la frontière, dans le nord. Vous Oui. voyez? Un peuple d'1,5 milliard presque, et un peuple de 100 millions maintenant. Vous voyez, un pot de fer contre un pot de terre. Donc c'est très compliqué. Mais c'est Donc les Vietnamiens qui ont gagné quand même. Les Vietnamiens, ils préfèrent utiliser leur intelligence et leur, comment ça, leur doigté. Donc, ils font comme nos ancêtres, hein, 1000 ans de domination chinoise avant, et on a toujours su comment traiter avec les Chinois, jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas dire que je ne fais pas la politique, je ne sais pas comment ils font. Mais en tout Mm. cas, le peuple, des fois, il n'est pas content avec eux. Mais on n'est pas trop haut. Voilà. Donc, la guerre en Ukraine, je vois beaucoup de similitudes. Mais je crois que c'est la guerre tout court, c'est moche. Parce que Mais j'ai vécu la guerre, je sais que c'est. Les Américains, ils ont choisi les partenaires mauvais au Vietnam. C'est pareil maintenant, ils ont choisi partenaires mauvais en Ukraine. Le gouvernement du sud du Vietnam était, on peut dire, assez corrompu. Beaucoup d'argent du peuple américain qui sont venus au sud du Vietnam pour combattre le nord, vaporisé. C'est comme en Ukraine actuellement. Peut-être la proportion un peu moins, parce qu'il y a moins d'argent quand même au Vietnam qu'en Ukraine actuellement. Vous voyez? Mm. Premier point commun. Deuxième point commun, c'est que nous sommes face d'une guerre par procuration. Mm. Vous voyez? Parce que nous, on l'a combattu pour notre liberté, hein, ça c'est sûr, mais quand même, quelque part, les grands frères qui sont derrière, qui nous poussaient, Mm. qui nous aidaient. Vous voyez? On était contents que les Américains sont partis. Mais quel prix? à quel prix? Quel prix, Et, Tatiana, Philippe, Michel? 4 millions morts de Vietnam. 60 millions, 60 000 GI. Et le pays dévasté par l'agent orange dioxine. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants sont nés encore avec la malformation. Vous voyez? Donc, avec le recul, croyez-moi, j'étais une combattante. Très combattante. Je pleurais le jour que je n'étais pas choisie pour aller combattre les Américains. Oui, j'avais 17 ans. Mais parce que mes frères sont partis, il y avait un quota. Mes frères sont partis combattre les Américains. Et moi, je n'ai pas pu parce que le quota était éteint. Donc, je me suis dit, il faut que je parte à l'étranger pour faire les études. Vous voyez? Bon, j'ai passé le concours et tout ça, donc je suis partie. Mais le jour quand je n'ai pas pu partir combattre les Américains, je pleurais. Tout le Vietnam, du peuple du nord du Vietnam, était uni contre les Américains. Et première fois, j'ai vu un soviétique. Ah, c'est une anecdote, vous allez rigoler, parce que, parce que nous, on n'a jamais vu un blanc. Hein? Et on nous a dit que les blancs, ils ont des poils sur les bras. Et j'étais toute petite. On était à la plage. J'habitais au bord de la mer. Je suis venue, j'ai touché pour voir si c'est vrai qu'il y a des poils. Ah oui, j'ai tiré, oui. On n'a jamais vu un blanc. Et après, ils ont dit que les Américains, c'était des blancs aussi. Mais c'est des mauvais blancs. Vous voyez? Donc, voilà, donc je suis heureux aujourd'hui de discuter avec vous de tout ça. Voilà. mais est-ce que tu peux dire que cette guerre du Vietnam, c'est tout ça pour ça, finalement? Pourquoi, enfin? Pourquoi? Bah, cette époque, on savait que pour libérer notre pays et pour libérer le Sud, vous voyez? Cette époque, Hmm. on a cru à ça et on était convaincus de ça. Mais maintenant, quand j'ai 70 ans maintenant, je me suis dit, cette guerre-là, ça valait pas la peine. Ben oui. Parce que Alors, 4 millions morts. D'accord. Mais moi, j'ai une question à te poser. S'il n'y avait pas de cette guerre, qu'est-ce que se sera passé avec le nord de Vietnam? ben, le Nord-Vietnam, moi, je peux te répondre un peu, je laisserai Non, le mais je voudrais, Nord-Vietnam. oui, je voudrais bien. Mais, mais aujourd'hui, c'est difficile de deviner si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'on devient. C'est difficile. Mais moi, je suppose que si les Unions soviétiques et la Chine n'ont pas aidé le Vietnam du Nord, ça c'est sûr,
que les Américains et le sud du Vietnam viennent jusqu'au nord. Non, je ne crois pas. Il y avait, parce qu'en 1954, il y avait le conférence de Genève, Mhm. hein, qui a décidé qu'il y aura des élections. Mais cette époque, le président du Sud-Vietnam s'appelle Ngo Dinh Diem, qui était Catholique. un homme très catholique et Mhm. farouchement contre le communiste, qui a tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. Vous voyez, ils ont déjà contacté les Américains avant même 1954, et les Américains étaient déjà très actifs. Le CIA était déjà au Vietnam bien avant que les Français partent du Vietnam. Donc le Vietnam, est-ce qu'ils pouvaient décider quelque chose? Étant donné que les Américains, ils ont déjà mis les mains mises dans le sud. Mm. Vous voyez, donc maintenant, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que devient le nord du Vietnam, mais je crains que les Américains, ils vont pas s'arrêter à 17e parallèle. Vous voyez? Je pense, hein, je me trompe peut-être, mais je Mais, pense. ouais. Mais moi, ce que je voudrais dire quand même, pour finir sur cette intervention, c'est que la CIA avait contacté M. Ho Chi Minh Oui. quand il était en Chine pour ils l'ont mis en avant pour qu'il se batte contre les Français en Indochine. Oui. Bon. Alors, quand on voit le parcours des Américains qui ont soutenu Ho Chi Minh pour le pousser contre les Français et ensuite qui ont combattu Ho Chi Minh, comme ils ont combattu d'ailleurs les talibans qu'ils avaient soutenus en Afghanistan, euh, Ou Saddam Hussein. et Saddam Hussein, bien sûr, Michel, oui. Eh bien, il y a de quoi désespérer, je veux dire. Oui. Voilà. Et pas seulement, il y a d'autres pays. Enfin, je veux dire, ils ont Oui, eu mais il ne faut combien? pas oublier, Michel, et Philippe et Tatiana, il ne faut pas oublier une chose, que le gouvernement français de cette époque, même avant le Dien Bien Phu, comptait encore sur les aides américaines. Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y avait des hauts gradés militaires français sont partis aux États-Unis pour parler avec le président des États-Unis de cette époque, pour parler de Dien Bien Phu et que les Français attendaient les aides. Parce qu'à dernier moment, ils savaient que sans les aides françaises, américaines, Dien Bien Phu va tomber. Et ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait. Les Américains, ils ont eu déjà la main mise sur le Vietnam depuis cette époque. Mais une chose que je ne comprends pas encore jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les Français, ils n'ont pas détecté plus tôt? Je vais te Pourquoi? donner cette réponse. Je vais te donner cette réponse. Dis. Tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, la France n'était pas parmi les gagnants avec le nazisme. Elle a pas mal collaboré et finalement, s'il n'y avait pas de De Gaulle, ou surtout s'il n'y avait pas d'Anglais qui ont finalement protégé et mis en place De Gaulle, la France, elle ne sera pas parmi les gagnants parce qu'elle n'était pas à Yalta. À Yalta, il y avait des Britanniques, il y avait des Américains, il y avait des Russes. La France était, on va dire, les Britanniques, ils avaient tout l'intérêt pour que la France ne soit pas sous la domination américaine, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'Amérique trop près de chez eux. L'Allemagne, d'accord, mais pas la France. Mais c'est surtout les Russes qui ont énormément œuvré dans ce sens pour non seulement la placer parmi les gagnants, mais surtout lui attribuer sa place dans le Conseil de sécurité. Il fallait une cinquième voie. Il y avait il y a un Britannique, un Américain, un Chinois, un Russe. Il fallait une cinquième loi au milieu qui tranche. C'est pour ça qu'on disait que la parole de la France portait énormément, parce que c'était la cinquième loi. Et c'était cinquième voie. Et il était indispensable que la France, pour avoir cette possibilité-là, en tout cas au niveau diplomatique, garde sa souveraineté énergétique, sa souveraineté militaire, sa souveraineté monétaire. À partir du moment quand De Gaulle s'est opposé, en tout cas à l'idée même du pétrodollar, parce que l'idée du pétrodollar commençait à être travaillée avant même qu'il ait été mis en place, quand il a demandé de récupérer son or et renvoyer le dollar, quand il a voulu s'opposer à cette structure-là, il a eu la première révolution de couleur, c'était en France, en mai 68.
De Gaulle, on l'a tout simplement renversé et il est mort, on n'en sait pas dans quelles circonstances. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là, les Américains avaient besoin de réduire la France de ce poste-là. Il fallait tout faire pour qu'elle perde sa souveraineté. Et aujourd'hui, avec notre démocratiquement élu Macron, là, on en est bien arrivé. Mais ce que je veux se dire que la France, dans cette position clandestine, il fallait l'éliminer. À partir du moment quand on enlève De Gaulle, on met en place, on va pas dire les gouvernements fantoches, mais en tout cas les gens qui ne vont pas commencer à travailler, en tout cas dans l'intérêt de la France, déjà à partir de Chine, à partir de tout cet environnement-là. Et il fallait virer la France, il fallait l'enlever, ce positionnement-là, à côté de la Chine. Donc, il y Alors, a beaucoup de choses qui étaient faites dans le monde aussi. Les Américains ont beaucoup œuvré pour petit à petit enlever à la France tous ces atouts-là. Et on peut dire le d'ailleurs dernier que président bon, qui était plus ou moins, on va dire, souverain, c'était Chirac. Mais voilà, je veux dire, Chirac, à l'époque de Chirac, on a pu se poser à l'Irak, même si ça n'a rien changé. Avec Sarkozy, on allait bombarder la Libye. Voilà. Donc, tu vois, mais petit à petit, et ça a commencé la destruction de la position de la France au niveau mondial en tant que cinquième voie, a commencé par la guerre d'Indochine, a commencé par le Vietnam. Voilà. oui. Alors, moi, je vais J'espère que je t'ai proposer. répondu à ta réponse, enfin à ta question. je- Bah oui, j'ai bien compris ta réponse, mais je suis pas 100% satisfaite parce que ce que tu dis là, De Gaulle et tout ça, d'accord, c'est OK que les Américains qui voulaient gicler la France d'Indochine, etc. Mais ma question persiste toujours. Pourquoi le gouvernement français de cette époque était encore allé voir les Américains en 1953, il me semble bien, pour demander les aides pour foutu Dien Bien Phu en 1954. Et Parce que si, étant donné que tout croit que les Américains voulaient gicler le français pour prendre leur place, et pourquoi il n'y avait pas une position de la France de dire carrément aux Américains, bah, écoutez, vous voulez nous gicler, vous voulez nous voler notre place, alors on va chercher ailleurs. Parce qu'en ce moment-là, les Américains les ont mis devant les faits accomplis. Pas que les Américains, on va dire les anglo-saxons, en leur disant que vous devez choisir par rapport à votre influence, c'est ou l'Afrique ou l'Asie. Ah, ah, Donc, d'accord. c'était plus près. Donc, il y avait, comment dire, en 54, il y avait, on va dire, Staline est mort en 53. Oui, À partir de ce moment-là, il y avait pas mal de changements dans le monde. Et à partir de ce moment-là, la position de la souveraineté de la France était défendue par la Russie, par l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique avait besoin d'une France souveraine. S'il n'était pas souveraine, il n'avait pas le choix. À partir de ce moment-là, il y avait déjà deux mouvements et disons que la France, sa position à partir de ce moment-là était plus, on va dire, fragile. Donc, du coup, on lui a laissé ce choix. Vous ne pouvez pas garder, vous n'avez pas la capacité de garder et l'un et l'autre. Vous devez choisir ou l'Afrique ou l'Asie. oui, c'est qu'est-ce que bien. tu en penses, Michel? Bon, je sais que l'élément que Tatiana est en train de mentionner est définitivement pertinent. Mais je sais aussi que de notre côté que chaque fois que les intérêts du gouvernement américain allaient à l'encontre de ses alliés, il n'hésitait pas à les sacrifier pour faire passer sa politique à lui. Il y a eu encore dernièrement cette histoire, je crois que c'est du porte-avions que les Français devraient livrer aux Australiens Ah et oui. Oui. qui s'est Non, les fait sous-marins, c'était des sous-marins. c'est un sous-marin, c'est ça. Oui, Donc, oui. qui s'est fait souffler le marché à la dernière minute. Quand ça n'affecte pas leurs intérêts, il n'y a pas de problème, ils vont vous soutenir. Mais si jamais eux, ils ont un intérêt quelque part et que vous êtes sur le chemin, ben, ils vont vous dégager. Tu sais, les Américains, ils n'ont pas la culture des hommes d'État. Les Américains, ils sont gouvernés par les corporations.
Le lobbying là-bas est tout puissant. Donc, sans ça, jamais on pourra élire les présidents, ni sénateurs, ni qui que ce soit, on va dire, dans le haut gradé de cet État qui n'est pas un État. C'est une énorme, on va dire, une énorme corporation, un énorme, c'est des businessmen, enfin, je veux dire, c'est une grosse boîte qui ne fait que essayer de voler de l'argent partout. Ils n'ont pas la politique d'État et ils n'ont pas la culture des hommes d'État. Le dernier, s'il n'a, oserais même peut-être dire le seul homme d'État aux États-Unis, c'était Roosevelt. Bon, il a gentiment dégagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si Roosevelt était en vie, je ne pense pas que le Japon était bombardé. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que les deux bombes nucléaires ont atterri là-bas. Voilà. On a mis Truman à la place, on se demandait d'où ça venait, quoi. Mais bon, voilà. À part Roosevelt, qui lui, c'était un véritable homme d'État aux États-Unis, tout ce qui s'ensuit, c'est de n'importe quoi. Donc, Alors, à propos d'hommes d'État, nous allons parler de Trump, encore une fois. Quelle surprise! Et nous allons parler, en fait, de l'actualité, figurez-vous. Alors, je vous propose une petite vidéo. Alors, on en rigole. eh oui. Well, there's a very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. And there's a very good chance that we could be ending the round, ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. Alors, Trump va rencontrer donc Monsieur Poutine. Tout va Enfin, bien. aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Mm. Normalement, les sanctions auraient dû tomber. Qu'est-ce qui se Bah oui, mais passe? je t'avais dit que tu vas voir. L'accord était combien de temps il te faut pour un? Allez, 10 12 jours. Allez, on y va. Vendu pour 10 12 jours. Écoute, Michel, qu'est-ce que tu en penses? c'est. Bref. Je pense personnellement que les... il y a la partie qui est présentée à tout le monde, qui correspond à un certain narratif, à une certaine image qu'on veut donner, mais les vraies affaires se sont traitées dans le secret entre les deux, où les choses étaient déjà convenues, des accords étaient déjà établis. Et pour tout le reste, ça c'est mon humble avis, je pense que ça correspond plus à à un cinéma qu'on veut donner, à des rôles qu'on veut tenir par rapport à une certaine image qu'on doit présenter, mais sinon, les vraies affaires se sont discutées dans le secret. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des sanctions, quand bien même il y aurait eu des sanctions. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça aurait affecté la Russie parce que les Américains ont trop d'intérêt par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, ils importent de l'uranium, ils importent beaucoup de choses qui sont utiles à leur niveau local. Donc, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont installés. Donc, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de sanctions. Je m'attendais à ce qu'ils se reparlent à nouveau. Et donc, c'est dans la logique des choses pour moi. Ti, ça ne te rappelle pas le Sud-Vietnam il y a 50 ans? Oui, cette guerre Ukraine me traumatise. Je suis pas ukrainienne, mais cette guerre me traumatise, vraiment. Parce Parce que que, ouais, Ça fait 1 million de morts. Pourquoi? Un Pourquoi million faire? huit cents voilà. Tous les jours, je pense kilomètres derrière recul. Un au peuple million 800. ukrainien et au peuple russe qui meurt pour cette guerre. Et là, j'avoue que ce que dit Michel, Tatiana, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai très peur de cette guerre. J'ai très peur de cette guerre parce qu'on a en fait un monsieur qui s'appelle Trump, qui est un homme d'affaires, qui aime l'argent, qui veut faire de l'argent. Il veut le prix Nobel de la paix en bombardant Iran, en faisant la guerre à tout le monde.
guerre économique qui engendre la misère et la destruction économique des pays du monde entier. Et en plus, moi, comme tous les jours, j'écoute les infos en vietnamien des chaînes YouTube qui viennent de Californie et New York, je sais que le peuple américain vit de moins en moins bien depuis que M. Trump est là. Hein. Licenciement tous les jours. Même, il paraît que McDonald's, maintenant, les gens n'ont plus de l'argent pour aller manger un petit hamburger qui coûte 2 ou 3 dollars. Vous Très voyez? bien. Non, mais très bien pour McDonald's, parce que ça fait... Non, mais je donne ça comme ça parce que le McDonald's, pour les Américains, c'est très populaire. Et puis, c'est Oui, pour la classe d'accord, enfin pauvre. bon. Vous voyez? Même classe pauvre, maintenant, ils n'ont pas de l'argent pour aller manger. Alors, donc, il veut gagner l'argent. En plus, sa politique d'immigration qui attrapait les gens à tout va comme ça, dans les gens qui l'ont attrapé, il y avait des Vietnamiens. Et la communauté vietnamienne aux États-Unis sont très nombreux après 1975. Vous voyez? Tous Oui, les beaucoup gens du de... Sud qui sont partis soit légal, soit boat people aux États-Unis. Il y a quelques millions. Ils, Oui, mais ils- qui sont de nationalité américaine, Tim. ils- oui, mais ils ont très peur parce que Trump commence par les gens qui sont illégaux et après il va où? On ne sait pas avec ce monsieur. On ne sait pas. À mon avis, monsieur Trump, il y a un problème. Il a un problème, je ne sais pas lequel, mais moi j'ai très peur de la guerre en Ukraine. En plus, la position des Européens me font peur aussi, m'a fait peur aussi. Vous voyez? Donc, je ne suis pas du tout optimiste, du tout. Que M. Poutine ou Trump vont rencontrer ou pas, je suis très pessimiste pour cette guerre. De nature, je suis quelqu'un de très positif, quelqu'un qui essaie de s'en sortir, etc., etc. Mais pour cette guerre en Ukraine, je suis pessimiste. Voilà. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on n'ira pas aux extrémités qu'on pourrait redouter. Pour moi, les jeux sont déjà faits, les dés étaient déjà lancés dès le départ. On va arriver dans une situation où on mettra le président d'Ukraine devant des faits accomplis. Ça sera tu fais ça ou tu dégages. C'est un peu ce qui est arrivé au gouvernement sud-vietnamien. Ils ont dégagé. Qu'est-ce que tu Oui. en penses, Tatiana? On ne change pas une équipe qui gagne, hein. Donc, si une stratégie a marché une fois, eh ben, on va continuer de l'appliquer. Oui. Est-ce que c'est la continuité du gouvernement américain, Tatiana? Bon, écoute, première chose, la guerre en Ukraine. Attends, je prends mon petit cahier imaginaire et je vais regarder sur quelle page cette question-là est notée. Attends. Un, un, voilà, c'est là. C'est les questions 161, alinéa 3 ou petit b. Voilà, c'est ça. La guerre d'Ukraine, ici, c'est le tout petit bout d'iceberg qu'on montre à tout le monde pour cacher l'énorme changement de paradigme mondial qui se passe ces temps-ci. Et aujourd'hui, il se trouve que Trump et Poutine, c'est peut-être des alliés de circonstance, mais c'est des alliés. Les États-Unis vont disparaître, tout comme l'Europe, tout comme on va dire tous les pays mondiaux. Il y avait en 2012, en G8, il y avait donc une réunion dans laquelle les grands de ce monde ont mis sur la table 3 dossiers dans lesquels ils proposaient comment donc, entre guillemets, sauver le monde. La crise de 2008 n'a jamais été, on va dire, on n'a jamais sorti. 2010, c'était évident que, voilà, on a tellement primé d'argent, on a créé une telle catastrophe et surtout la part de finances a pris une telle ampleur dans le monde. Aujourd'hui, c'est moins d'1% de gains on va dire, des secteurs financiers qui va vers le secteur réel. C'est pas possible. Donc, il fallait proposer, je veux dire, un changement du monde. Il y en avait 3 qui étaient proposés. L'un parmi eux, c'était les Russes. Là étaient les Britanniques et la Chine. On va dire l'Europe. Mais bon, c'est sur la botte de Britanniques aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus visible. En tout cas, l'Europe et la Chine ensemble, pas la Chine communiste, non, non, je dis Chine de corporation, d'accord? Parce que le dernier Davos, tu sais où ça a eu lieu? Au moment où on a bombardé l'Iran, ben, c'était en Chine. Voilà. C'est là qu'ils se sont tous réunis pour mettre au point une nouvelle version du monde. Et il y en avait une troisième de partie américaine, mais partie américaine, on va dire technocrate. Il y a technocrates
il y a, on va dire, le monde qui était mis en avance donc, sur la bio-industrie, en bio-changement, biotechnologie. Et puis, il y avait donc le monde multipolaire. À Mhm. partir de ce moment-là, ces trois fractions se sont mises en guerre. Et aujourd'hui, il se trouve que Trump, s'il veut sauver son pays, si les États-Unis peuvent être sauvés, pas en tant qu'hégémons, ça, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les faire. Ils savent très bien qu'ils n'ont plus la possibilité. Ils savent très bien que leur pays, il est vraiment en faillite. Si on arrive à détruire les États-Unis, si on arrive à mettre totalement sous la botte, dans une dictatoriale totale, l'Europe, et si on arrive, je veux dire, désloquer la Russie, les autres, les mondialistes ont gagné. Donc aujourd'hui, finalement, la bagarre, elle est là-dessus. Elle est Mhm. vraiment là-dessus. Ce qu'il fait Trump aujourd'hui avec le dollar, c'est très intéressant. On n'a pas tellement parlé, mais le fait qu'il a créé son stablecoin, qui fait la passerelle entre le dollar et les autres crypto-monnaies, ça va faire un énorme fouillis, un énorme chaos, en tout cas monétaire aux États-Unis. Tellement énorme que le gouvernement sera obligé, l'État sera obligé de reprendre ça sur sa coupe. C'est pour faire, entre guillemets, c'est détruire le pouvoir de la Réserve fédérale. Mais la Réserve fédérale, c'est l'un de trois joueurs. Tu as aussi le troisième, donc il y a la Russie, mais il y a aussi les Britanniques et la Chine qui sont liés. Les fameux, je veux dire, la biotechnologie, d'accord? Celles qui disent qu'on va tous nous trafiquer avec plein de trucs ARN et compagnie et qu'on sera tous dociles comme il faut, d'accord? Mais aujourd'hui, il se trouve que les Américains commencent à réaliser que finalement, vaut mieux de garder leur pays, même sans être un hégémon, plutôt que totalement disparaître. Et en septembre 2024, à l'ONU, donc il y avait, vous pouvez aller sur l'internet, Google, vous tapez donc Mhm. comment on appelle ça, le forum pour le forum mondial pour le futur, d'accord? Je ne sais plus en Mhm. action, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, ils se sont mis d'accord sur le futur merveilleux qui nous attend tous. Donc, on n'aura pas d'État, on aura les identités numériques, on aura la monnaie numérique qui sera un d'accès à notre identité. Enfin bref, je ferai une vidéo là-dessus sur ma chaîne pour parler plus précisément. Mais Nous irons. ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment-là, les Américains, ils ont compris qu'ils allaient se noyer dedans. C'est là que Trump a été élu. Et tu remarqueras, depuis que Trump est au pouvoir, l'Union ne reçoit plus un centime de gouvernement américain. Plus un centime. Aujourd'hui, finalement, je veux dire, Oui, cette structure-là, elle est vouée plus ou moins ou être restructurée ou alors disparaître. Moi, je pense qu'il sera plutôt restructuré, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, la vraie guerre, c'est la guerre entre ces trois fractions. Et chacun utilise ses propres, on va dire, moyens, ses propres instruments et ses propres proxys, justement, pour y jouer là-dessus. La guerre en Iran, elle avait quoi comme but? Elle avait pour but de finalement suspendre les sanctions de l'Iran pour que la Chine achète à l'Iran le pétrole au prix du marché. 90% de pétrole de l'Iran partait en Chine en 10 fois moins cher. La Chine, qui va avoir le prix sur les pétroles iraniens au prix du marché, c'est, excusez-moi, un coup génial. Ça valait 12 jours peut-être d'une guerre. Une guerre qui n'était pas provoquée par Trump. Non, c'est l'arrangement de cette guerre. Quand il est venu, quand il a bombardé, c'était ça. Et au moment-là, même on a commencé à ces bombardements-là, M. Utkov était où? En Bélarussie. Pendant 6 heures, enfermé à triple clé avec Lukashenko, qui est la voix off de Poutine. Tout ça, ça a été, excusez-moi, une énorme mise en scène. La guerre n'était pas provoquée par les Américains, non, elle était provoquée par l'autre fraction, parce que pour eux, faire disparaître Israël, c'est faire disparaître les États-Unis. Et c'est comme ça. Trump a sauvé Israël dans cette affaire-là. Je ne sais pas si c'est pour le bien ou pour le mal, mais les choses telles qu'on le voit et telles qu'elles nous sont présentées, nous, on se situe dans, comment dire, dans la troisième fraction ennemie aux uns et aux autres en Europe. Mhm. Donc, on va avoir une version qui nous sera présentée de cette façon-là. Mais ce qu'il fait Trump aujourd'hui, oui, il crée un chaos. Oui, il est en train de détruire les structures. Oui, il est en train de détruire la domination du dollar. Mais le dollar, ce n'est pas une monnaie américaine. C'est une boîte privée qui possède le dollar. Et les États-Unis, aujourd'hui, sont à la merci de cette boîte privée. Donc, voyez, c'est la même, je veux dire, c'est contre ça qu'ils luttent aujourd'hui.
Mais il ne peut pas le faire ouvertement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont gouvernés par les corporations qui ont investi énormément d'argent en Ukraine. Donc, pour calmer tout ce bazar-là, il va promettre les sanctions, il va promettre ceci, il va promettre cela. Il va secouer ses petits mains et de dire, Poutine, je suis très déçu par lui. C'est vraiment très méchant gars. Vraiment, je vais faire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait en réalité? Qu'est-ce qu'il fait en Oui. réalité? Il fait patienter. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Je ne dis pas que tout est joué parce que aujourd'hui, la troisième fraction, celle qui c'est plutôt, on va dire, sur la bio-industrie et compagnie, sur la domination mondialiste, mais qui sera plutôt fixée sur le fait qu'on sera tous, on va dire, égaux entre les filles, les garçons et tous les restes, avec 36 sexes, c'est possible. Mais je veux dire, eux, ils n'ont pas dit leur dernier mot et ils vont pas, on va dire, laisser couler tout ça. Donc, ils peuvent nous provoquer une petite, on va dire, provocation nucléaire et c'est ça qui me fait peur. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il fait Trump. Il détruit l'Europe, il détruit l'Union européenne. Quand l'autre, là, ma jumelle maléfique, Ursula, là, elle dit que oui, d'accord, on va genre, tiens, dès que je prononce son nom, j'ai la lumière qui baisse, tu vois, c'est, voilà, ce que je veux dire, elle, comment te dire, quand elle signe pour l'Europe, en train de dire que oui, on va donc dépenser 75 milliards, non, 750 milliards pour les trucs là-bas, on sait très bien que là-bas, même s'ils font un énorme effort, maximum, ils en auront pour 80. Ça veut dire qu'on va plaquer 250 milliards par an dans le gaz russe, c'est toujours le même gaz, qui sera pas en plus grande quantité. Non, 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 ce sera toujours la même quantité, même moins, mais qu'on va payer plus cher. Tu connais cette blague? Une grand-mère qui va vers un docteur et qui dit, docteur, docteur, je deviens sourde, je n'entends plus rien, je n'entends plus rien, je n'entends même pas quand je pète. Le docteur, il fait une ordonnance, il lui demande, c'est pour que j'entends mieux? Il me dit, non, c'est pour qu'il veut péter plus fort. C'est exactement la même chose. On a dit aux Européens, vous allez acheter le même gaz, aux mêmes quantités, vous allez juste le payer plus cher. Et là, tous les pays des Européens aujourd'hui sont en train de remettre en question l'autorité de Madame Ursula, ma jumelle maléfique. Attends là. D'un seul coup, les vaccins, ça ne les a pas dérangés. Là, oh ben là, ça les dérange. Et tu connais la dernière? Les Allemands. Hein, ils viennent de contacter Gazprom pour leur demander gentiment de remettre en place, de réparer les deux gazoducs qui étaient explosés pour honorer les contrats. Oui, oui, oui et oui. Ils ont contacté, là, depuis cette affaire-là, le Gazprom en train de dire est-ce qu'on peut réparer les deux gazoducs qui nous revendent le gaz? Ah bon? Les gazoducs, les Russes, ils ont dit réparez-le vous-même et puis après, on va voir. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, à part s'il y a effectivement une grosse catastrophe qui sera provoquée par ces gens-là qui sont absolument inconséquents. Quoi. Voilà. Ah, Euh, toi, tu as la oui. lumière qui apparaît. Ah, Je t'as me vu, dis, la lumière est arrivée. toi, tu deviens. Et se déplacer de chez moi vers chez toi. Comme quoi, Eh, les Russes, ils sont toujours en train Michel, de qu'est-ce que tu en dire ça, penses c'est de très tout bien ça? pour la France. Allez. Michel, Pardon, oui. tu crois, alors, Trump, il va y arriver, tu crois? Arriver à ses À la objectifs, paix? à la paix, Hmm. euh, va arriver à la paix qu'il souhaite avec l'aide du président Poutine, parce que ils ont un terrain d'entente quelque part. Donc pour moi, comme je l'ai dit, les jeux sont déjà faits. On est juste en train d'assister à une mise en scène qui est là. C'est ça. Euh, ça va donner des résultats et tout le monde, même ceux qui s'est dressés, vont finir par s'aligner parce que le grand Trump aura eu les derniers mots, entre guillemets, et tout le monde va prendre le pli automatiquement. C'est comme ça que ça se passe et malheureusement, l'Union européenne, vous avez remarqué que l'Union européenne n'est même pas invitée. En dépit du fait que le président Zelensky insiste pour que l'Union européenne soit représentée, déjà lui-même, il risque de ne pas y être. Ça ne va pas être une tripartite dans l'immédiat, peut-être un peu plus tard, mais les grands décideurs, ça va être d'un côté le président Trump, de l'autre côté le président Poutine.
Oui, bien Et sûr. les Ils seront autres trois. vont Il y venir. aura aussi la Chine. Le monde sera séparé Mais entre les trois. d'ailleurs, je vais vous passer un extrait de Monsieur Poutine. Je vais essayer d'allumer la lumière. В свете последних новостей о ваших будущих встречах с Трампом, что вы хотите? А кто был инициатором этого саммита? Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Вот один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что Зеленский? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока легко не. Nous en sommes loin des conditions, nous dit Monsieur Poutine, pour voir Zelensky. Il n'a pas tort. N'oubliez pas que il avait déjà déclaré, je parle du président Zelensky, qui avait déjà mis en place une loi qui disait qu'il n'était pas autorisé à parler avec la Russie pour un programme de paix, etc. Donc, il doit d'abord défaire ce qu'il a fait et pour pouvoir ensuite espérer prétendre en quelque chose. Mais au final, j'ai utilisé l'expression la semaine dernière, je répète, ce n'est qu'une marionnette qui exécute les mouvements du marionnettiste. Tout simplement. Ça, c'est mon humble avis. Ti, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que peut-être c'est une bonne chose que ces deux grands là se rencontrent. Mais étant donné que moi j'ai vécu la guerre contre les Américains, je ne crois pas aux Américains. Là, peut-être j'ai tort, j'espère que j'ai tort. Mais administrations américaines, je parle pas le peuple, parce que j'ai des amis américains. Moi. Je voyage, contrairement à Tatiana, j'adore l'Amérique, j'aime bien voyager là-bas. Oui. Mais la politique américaine, je dénonce. Et je pense que M. Poutine s'approchait de M. Jinping, s'approchait de Corée du Nord, s'approchait de l'Iran et maintenant encore tous les BRICS autour à cause de la guerre économique. Vous voyez? Est-ce qu'ils vont partager le monde en deux? Peut-être ils vont partager en trois, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que j'ai vécu en Pologne pendant 9 ans. La haine contre la Russie est tellement grande, messieurs, dames, que beaucoup plus grande que l'amour pour leur propre patrie. Est-ce que tu sais, c'est qui les Russes que les Polonais détestent? Les Soviétiques, ils détestaient, les Russes Oui, aussi. oui. J'ai des Mais amis. alors, tu sais qu'aujourd'hui, les Ukrainiens qui viennent en Pologne doivent signer un document dans lequel ils doivent s'engager de ne jamais donc promouvoir la politique enfin, des héros, comment dire, qu'ils ne soutiennent pas les héros comment elle s'appelait là, Bandera, les Stéphane, qu'ils ne se posent pas et tu sais que la Galicie était, on va dire, il y avait pas dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait des grandes fractions, mais même avant. Je veux te dire, enfin, les Russes que les Polonais détestent, en grande partie, c'est des Ukrainiens. Les problèmes qu'ils n'avaient pas, les problèmes qu'ils avaient peut-être avant, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de problèmes avec l'Ukraine qu'avec des Russes. Et crois-moi, c'est là où l'argent vient, finalement, je veux dire, aujourd'hui, le peuple polonais, d'accord, il en a assez de cette guerre. Ils réalisent que c'est eux qui sont prochains chancellistes. Ils réalisent aujourd'hui que même tout l'argent qu'ils touchent de l'Europe aujourd'hui, c'est justement comme on dit, tu sais, il y a un proverbe en Pologne comme ça, on dit, le cochon qui pense vraiment qu'on l'aime parce qu'on le nourrit bien, ne sait pas ce qu'il attend.
Et ils disent que si l'Europe aujourd'hui, il nous donne autant d'argent, ce qu'elle a bien derrière la tête. Et crois-moi, quand cette chose-là sera réglée, et quand la Pologne va récupérer la Galicie, et elle va récupérer la Galicie, elle va récupérer les territoires qui étaient jadis polonais et qui étaient attribués à l'Ukraine, crois-moi, elle va sacrément changer de direction, tout Oui, comme les autres. je suis au courant de tout ça. Je suis au courant de tout ça. Je sais que la Pologne et l'Ukraine, il y a beaucoup de choses à régler, surtout le génocide en 1942-43 à Wołyń. Voilà, etc., etc. Les Polonais en ont marre de payer pour les Ukrainiens qui viennent chez eux, qui ne travaillent pas, qui touchent des aides sociales, qui roulent en Mercedes et qui font du trafic. Ça, je suis tout parfaitement au courant. Sans Parce que parler du blé, sans parler du parce blé, que je le suis en blé qui contact paye avec le mes plus. amis polonais quasiment quotidien. Parce que je parle couramment le polonais. Ouais. Parfois, je parle même mieux le polonais que le français. Vous voyez? Pour ça, je le sais. Mais le fait que les Polonais détestent les Russes et détestent aussi les Ukrainiens, c'est un fait. Parce que mes amis, mes propres amis polonais, parce qu'en Pologne socialiste, il y a un programme langue russe obligatoire jusqu'au lycée. Vous voyez? Jusqu'au lycée. Et imaginez-vous que les gens, la Pologne a été tellement attirée par les Américains parce que quand même, à Chicago, il y a 2 millions de Polonais. Vous voyez? La diaspora polonaise aux États-Unis est très très forte. Ils sont très contre le russe et la langue russe. Moi, au contraire, hein, j'adore le russe et j'aime la culture russe. Je vénère les écrivains russes. Moi, c'est le contraire. Et mes amis, mes propres amis, quand on parle de la Russie, on dispute carrément. Vous voyez, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures. Ce sont des gens partout en Pologne, ils n'aiment pas la Russie. Un peu comme nous et la Chine. Vous voyez? Et je les comprends. Je les comprends. Je ne suis pas d'accord, mais je les comprends. Donc maintenant, M. Trump et M. Poutine, ils vont partager le monde en deux ou en trois, comme vous dites, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens et tout ça? Tous ces gens-là, ils détestent la Russie. Moi, Oui, je ne déteste pas la Russie. Je vénère la Russie. Vous voyez? Mais eux, ils détestent. oui, Leur haine pour la Russie est plus grande que amour pour leur patrie. c'est vrai. Si c'est pas ce gouvernement-là, c'est un autre, c'est ça pareil. C'est ça pareil. C'est ça Alors, que je crains. Parce que le peuple français, depuis 44 ans, je vis en France, la France a un amour pour la Russie. Hein, vous voyez? C'est vrai. Autour de moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Poutine, c'est un autre problème. Mais la Russie, pour eux, c'est un grand pays. Qu'on aime la langue russe, etc. Et je me sens bien dans cette ambiance-là, vous voyez? Maintenant, question politique, c'est toujours moche, ils font la guerre, etc., etc. Quand est-ce que cette guerre termine? Maintenant, si M. Poutine, M. Trump se rendent compte, moi, je ne fais pas d'illusions. Ni à Poutine, ni à Trump. C'est encore moins à Trump, vous voyez? Donc, je suis toujours pessimiste. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Ti, au niveau des Polonais aux États-Unis, ça a été une très grande force qui était du côté de Biden, qui appuyait beaucoup la guerre de Biden. Qu'est-ce que tu en bien penses, sûr. Michel? Oui, définitivement. Et je suis aussi d'accord avec Ti qui dit que, par exemple, les Russes ne sont pas appréciés. Je pense que c'est une tendance qu'on peut trouver au niveau des différentes anciennes républiques et aussi des nations qui étaient sous le bloc de l'Est. De l'Est. C'est ce qui fait que aujourd'hui, la Russie hérite de tout ce que eux ils ont enduré sous l'Union soviétique. Et donc, comme c'est la succession logique de l'Union soviétique, donc il y a de ceux qui ont vécu, parce que l'Union soviétique n'a pas toujours été aussi tendre vis-à-vis de certaines de ces nations. Des gens ont vécu des choses, il y a eu des envahissements des pays, etc. et tout. Donc, c'est quelque chose qui est là. Quand vous avez une population qui a subi une situation d'injustice, d'agression, etc., automatiquement, c'est quelque chose qui reste. Un peu comme c'est que Madame T est en train de dire par rapport aux Vietnamiens vis-à-vis des Américains, on peut retrouver cette tendance un peu partout. Donc, comme Biden était
contre la Russie, c'est normal que les ressortissants polonais qui étaient là, qui Ah oui, avaient ils une ont dent voté pour contre lui. la Ouais. Russie, appuient Biden parce que l'ennemi de mon ennemi, eh ben, c'est mon ami. Donc, ce n'est qu'une suite logique pour moi. Bon, Tatiana, cette haine des Russes, euh, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que les trois républiques baltes, ils étaient autonomes, je crois, allez, peut-être de toute leur existence, allez, 15 ou 16 jours. Ils étaient toujours dominés par quelqu'un, que ce soit les Allemands, que ce soit les Polonais, que ce soit les Russes. La première fois où ils ont récupéré leur autonomie, c'est quand ils sont sortis de l'Union soviétique. La première chose qu'ils ont fait, ils se sont mis sous la coupe de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans ces trois pays, je parle bien de ces trois pays, la moitié de la population a fui. Ils n'ont plus de structure énergétique. Ils n'ont plus d'industrie. Ils ne vivent uniquement sur les dotations de l'Union européenne. Ce sont trois républiques, ils n'ont aucune souveraineté, ils n'ont aucune autonomie, ils n'ont rien. La seule chose, je suis énormément de blogueurs qui viennent de ces pays-là. Je suis mhm. beaucoup, je veux dire, je suis beaucoup. Donc, je sais, moi, je connais les gens qui ont même les Africains qui ont parti de ces pays-là. Je rencontrais même un qui vivait en Finlande et qui est parti là-bas depuis que le temps est arrivé, depuis que finalement ils sont retirés sous la domination de l'Europe, on va dire. Euh, L'Europe, je veux dire, même les structures énergétiques qu'elles avaient, ils étaient obligés de les fermer et acheter de l'énergie à l'Union européenne et finalement, on n'a pas à se développer. Ces trois pays-là, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de survivre seuls. Ils auront pu le faire, c'était leur choix, d'être russophobes et d'être prêts à n'importe quel moment à provoquer la Russie pour justement faire, on va dire, juste une provocation. C'est là-dessus qu'ils vivent depuis toutes ces années-là. Alors, imaginons que l'Union européenne disparaisse. Par quels moyens ces trois républiques vont survivre? Qui va les entretenir? C'est juste une simple question. Qui va s'occuper d'elles? À partir du moment quand ils n'auront pas besoin d'avoir ces trois pays-là qui sont prêts là à provoquer la Russie. S'il n'y a pas besoin de l'Estonie qui est là pour justement refermer les passages russes dans la mer froide par la Baltique, à quoi elles vont servir? Comment vont-ils survivre? Ils vont se trouver d'autres alliés. Ils vont se Oui. trouver d'autres alliés. Quel allié et pourquoi faire? Est-ce que Ben, l'Occident aujourd'hui vaut des alliés des pays pauvres où il y a très peu de population parce que la population est finalement elle se sauve parce qu'il n'y a pas du tout de travail là-bas. Toute l'infrastructure elle tombe aux ruines. C'est horrible. C'est-à-dire, allez-y, allez voyager là-bas. Moi, j'ai vu comment c'était juste après, comment dire, quand ils sont rentrés en Europe, avec toutes les donations qui étaient depuis quelque temps là. Je veux dire, c'est extrêmement triste. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui habitent là-bas. Et quand l'Occident, on va dire, n'aura plus besoin d'eux pour provoquer la Russie, et soit à la merci de qui? Vers qui ils vont se retourner pour avoir de l'industrie, pour avoir de l'énergie pas chère, pour avoir rien que de quoi manger? Vers qui ils vont se tourner? je vais répéter encore ce que j'avais dit une fois, en reprenant le général de Gaulle. Les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, si dans leur intérêt, il faudrait qu'ils puissent se créer des alliances avec les ennemis d'hier ou des autres nations, ils vont le faire. C'est une question de survie Ils sont pour trop petits, tout eux, un pour peuple. choisir leur intérêt. Ils sont beaucoup trop petits. Ils vont pas choisir eux, ils seront choisis. Ils n'ont pas le choix. Ils sont beaucoup trop petits, ils sont beaucoup trop faibles. Ils n'ont aucun avantage à part d'être les voisins de la Russie et d'être là pour finalement d'essayer de provoquer la Russie pour une quelconque guerre. Donc, Disons, trois personnellement, pays-là, je ne serais pas aussi catégorique. ces trois pays-là, moi je connais, je sais comment on vit là-bas. Ces trois pays-là, ils n'ont pas possibilité d'exister par leurs propres moyens aujourd'hui. Voilà. Oui, mais Tatiana, je suis d'accord avec vous que ces trois pays-là ne comptent vraiment pas beaucoup. Avec 2,5 millions d'habitants, Estonie ou c'est pas quoi, avec le ministre des Affaires étrangères européennes excité comme une puce. Euh, Tu parles de Mme Callas? Oui, voilà. Madagaskar. Euh,
Ils sont, même les Vietnamiens, ils se plaisantent, ils disent, ben, il faut prendre une loupe pour savoir où est ce pays. Voilà. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison que ces trois pays-là, ils s'excitent beaucoup, mais finalement, ils ne comptent pas grand-chose. Hein. Mais n'oubliez pas, à côté, il y a la Pologne, qui promet armement maintenant en Europe, hein, Mhm. qui achète énormément de choses des États-Unis et diaspora aux États-Unis. Il y a au moins 3 4 millions de Polonais qui donnent l'argent depuis 30 ans, depuis 50 ans. Et moi, je me souviens encore, dans les années 70, j'étais en Pologne. Et la Pologne était toujours considérée comme un pays de l'Ouest. Les Polonais, vous voyez, ils étaient toujours pro-occidentaux depuis longtemps, très longtemps. Alors, donc, si maintenant vous dites que ces trois pays-là, ils cherchent d'autres alliances, pourquoi pas la Pologne, hein? Alors, je D'autres vais expliquer. pays. Étant donné que la France, même si j'ai bien compris, qu'on est même moins bien armé sans nucléaire, hein, je parle, que la Pologne, etc., etc. Donc, c'est un pays émergent, c'est un pays qui est potentiellement fort, hein, et qui est la Russie, hein, qui n'aime pas la Russie du tout, et, etc., etc. Donc, que ce soit à droite ou gauche en Pologne, ils sont comme ça, ils vont être comme ça. Mais je ne crois pas que l'Europe va disparaître comme ça, vite fait, et puis laisser les trois orphelins comme ça. Et les Américains non plus. Maintenant, ils ont déjà fait le base de l'OTAN le plus grand du monde en Roumanie. Ils ont déjà amené les soldats, etc., dans l'Estonie, etc. Je ne crois pas que M. Trump va faire quoi que ce soit dans ce sens. Pologne, vous avez bien dit, elle est sur la domination, en tout cas sous la couverture américaine, Oui. pas européenne, même s'il touche de l'argent de l'Europe. Je veux vous dire une chose. Tu dis que les Français aiment la Russie. Moi, je suis en Russie depuis 38 ans. Je suis confrontée à la russophobie quotidienne. Ah bon? Oui, une russophobie institutionnalisée, une russophobie qui est promulguée par on va dire, les dirigeants français dans tous les sens. Mais crois-moi qu'à partir du moment quand il y aura d'autres donateurs et d'autres investisseurs dans le pays, à partir du moment quand la presse change, ça peut aller très vite dans l'autre sens. À partir du moment quand la Pologne va récupérer la Galicie, c'est vrai, la Pologne, pour l'Europe, elle a un point important. C'est vrai, c'est un grand pays, pas dans les dimensions européennes. Et son armée est grande, même si c'est américain, d'accord. Par rapport à la Russie, ça reste un tout petit territoire. Mais, encore une fois, aujourd'hui, dans le monde qui existe, les seuls pays, en tout cas les pays européens, sont beaucoup trop petits pour s'en sortir. Donc, il faut absolument qu'à l'intérieur de l'Europe, qui va imploser d'ici quelques mois, à mon avis, il finira pas le 2025, ça c'est sûr et certain. J'ai des arguments pour ça, donc je ne vais pas les développer maintenant. Mais en tout cas, quand ça va exploser, il y aura beaucoup de pays qui vont se réunir entre eux pour faire front, pour s'entraider. Il y aura beaucoup d'autres pays qui vont scinder en deux. Je pense que ce sera le cas de l'Allemagne. Et je pense que l'Empire austro-hongrois, je pense que la Hongrie et l'Autriche, ils vont se réunir. Je pense qu'il y aura énormément de changements. La Pologne, elle ne va jamais, jamais, jamais rejoindre la Russie. Non. Mais Non. la Pologne, elle a beaucoup plus peur de l'Allemagne que de la Russie. La Pologne, une fois qu'elle aura réglé ses problèmes territoriaux, et une fois qu'elle aura réglé ses problèmes, on va dire, de pouvoir qui sera changé, en tout cas à l'intérieur du pays, je ne dis pas qu'elle va adorer la Russie, mais elle va s'accommoder avec. Parce qu'il n'y aura pas de problème territorial, il y aura, entre guillemets, beaucoup d'autres problèmes à régler, et surtout, la Russie, elle va se remettre en position de force par rapport à l'Europe. Et il aura beaucoup plus peur des revendications de l'Allemagne qui, elle aussi, aujourd'hui, il y a une frontière qui est fermée entre l'Allemagne et la Pologne. Oui. Aujourd'hui, c'est les Oui. Polonais, ils avaient beaucoup plus peur de réarmement de l'Allemagne que la Russie même. Non, mais Donc, il y a 2 jours, les Polonais ont déployé des forces sur la frontière allemande. Mais c'est simplement pour les immigrants, les migrants venant d'Allemagne, qui avaient été accueillis en Allemagne et qui veulent maintenant pénétrer en Pologne.
Bien sûr. C'est comme ça, en tout cas, on peut l'expliquer aussi. Comme Trump, à train d'aujourd'hui, remet dans tous les sens que encore un peu, et ça y est, il va écraser la Russie. Encore, on attend encore, allez, encore une petite semaine. Non, allez, 7 jours et demi, voilà. Alors, 7 jours et demi et 4 heures, voilà. Non, mais, Philippe, Alors, à propos, l'Europe aujourd'hui, en tant qu'une institution, en tant qu'une fondation, en tant que cette espèce de mammouth aujourd'hui qui est en train de manger la population européenne, elle va imploser d'ici quelques mois. Je répète encore une fois. À partir de ce moment-là, il y aura énormément de changements. Et surtout, il y aura aussi une bataille à l'intérieur de l'Europe, parce que comme le monde est multipolaire, donc il va, entre guillemets, se recréer, il y aura forcément plein de petites guerres un petit peu par-ci, par-là, pour les gens qui vont essayer de dominer ça truc. alors Et moi, attends une minute, Tatiana, il faut que je te... l'Allemagne, à ce niveau-là, beaucoup plus att- peur de l'Allemagne à ce niveau-là que d'autres. La Pologne, Attends une minute, Tatiana. Attends. Tatiana, 30 secondes, je passe une vidéo, vas-y. justement. Je ne suis pas sûr que les Européens, effectivement, seront autour de la table, parce que Trump, tout simplement, n'en voudra pas. Mais pour dire les choses très clairement, je ne suis pas sûr non plus que ce soit une très bonne chose qu'ils y soient. Ah, pourquoi? Parce que ça leur permettrait tout simplement de se distancier. Parce que imaginons qu'on ait des accords de cette manière entre Poutine et Trump sur le dos de l'Ukraine et sur le dos de l'Europe, bien sûr aussi. Les Européens seraient là, ils seraient présents et ils devraient dire, ben voilà, on veut quelque chose et ils n'obtiendraient pas ce qu'ils voudraient, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de l'Ukraine, etc. Et là, ils peuvent dire, attendez, vous avez un accord, l'Ukraine n'est pas engagée, nous ne sommes pas engagés. Nous avons dit, et on peut reprendre les paroles, par exemple, du général Burkhardt et d'un certain nombre d'autres responsables militaires et du renseignement européen, qui disent, attendez, la Russie va continuer. Après, vers 2030, la Russie est capable d'attaquer l'Europe. Et donc, nous ne voulons... Alors, oui, la position de l'Europe par rapport à l'Ukraine. Michel. Je reste sur ma pensée à moi, c'est que l'Europe, pour le moment, est en train justement de beaucoup parler, mais sans nécessairement avoir ce qui est nécessaire. Parce que si demain les Russes et les Américains s'entendaient sur l'Ukraine, l'Europe ne pourra pas se dresser contre son allié américain et n'a pas les capacités de se dresser contre la Russie. Donc, ils vont beaucoup parler, mais ensuite, ils vont prendre le pli. Tout le monde va décider. Surtout si Sa Majesté Trump Ier décidé de quelque chose, ils ne voudront pas faire quelque chose qui déplairait à Trump, lui qui est le daddy, lui qui est la personne tellement formidable, comme disait Madame von der Leyen. On a, pour le moment, l'Union européenne joue le rôle de groupie du président Trump. Donc, ils peuvent dire des choses et M. Tenzer, justement, qui est intervenu là, est connu pour toujours tenir des propos qui, par la suite, vont à l'encontre de ce qu'il est en train de dire. Donc, ils peuvent beaucoup parler, mais ça ne va pas vraiment donner grand-chose. Et je me souviens maintenant de cette vieille blague qui disait, un Belge qui disait des Français que ben, ils ont bien choisi le coq comme symbole parce que c'est un oiseau là qui est en train de faire beaucoup de bruit sur un fumier. Donc, ils peuvent beaucoup parler sans nécessairement avoir la politique ou la force nécessaire de changer quoi que ce soit. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils vont prendre le pli tout simplement. Si, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis une partie d'accord avec Michel, mais je pense que l'Europe a un pouvoir de nuisance qui n'est pas négligeable. Donc, est-ce qu'ils vont se plier, comme Michel dit, si facilement, étant donné que le chancelier allemand actuellement est très va en guerre, Mhm. Ah oui. sans parler les autres États aussi, hein, etc., etc. Donc, je pense que le pauvre peuple ukrainien ne voit pas la paix si tôt cette année. Je crois pas. Je crois pas cette année. Surtout pas cette année. Ça peut À durer moins, longtemps.
Ouais, Ils ouais. subiront les Ah, conséquences probablement parce que il y a un vieux proverbe africain qui dit quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Donc là, pour le moment, l'Ukraine joue le rôle de l'herbe, malheureusement. Oui, voilà. Donc j'ai toujours très peur. et alors, Moi, j'ai très peur aussi parce que on ne sait pas de quoi sont capables comment dire, les gens qui sont en place et qui ont peur de perdre leur pouvoir. Ils peuvent faire une bêtise. Ouais. C'est vrai. Donc, il faut aller très prudemment. Il faut, on va dire, les nettoyer gentiment un par un. Mais en tout cas, je veux dire qu'avant la fin de 2025, il y aura plus de guerre en Ukraine et il y aura plus de l'Union européenne. En tout cas, je veux dire, son fondement, il va être complètement ébranlé. Et je vais vous expliquer en tout cas pourquoi en parlant déjà de la guerre. Quand on est en train de finir une guerre, on doit résoudre trois problèmes, trois questions. Il y a une question d'argent, qui va payer à qui. Il y a une question des gagnants, d'accord, qui sera bah, parmi les gagnants, c'est sur le terrain. Enfin non, bon. non, je te rappelle, la France n'était pas parmi les gagnants en Seconde Guerre mondiale. Elle était placée dans les négociations entre les trois grands pays qui étaient vainqueurs, trois alliés. Donc, je répète encore une fois, on doit rencontrer l'histoire, c'est ça. On compose l'histoire de la fin de guerre, en tout cas celle qu'on va le présenter pour justement obtenir et l'argent et la question numéro 3, qui est donc les questions territoriales. Il y a ces trois questions-là qui doivent être réglées. Ils sont en train de les régler. Vous avez attendu les trois Anglais qui étaient donc attrapés par des Russes, donc deux officiers et un de spion. D'accord? C'est pas les premières, c'est pas les derniers. La Russie a déjà mis sur la table les faits qu'ils ont déjà attrapé pas mal des officiers français Oui, également, les oui, Anglais également. Là, ils mettent ça sur la table. Ils mettent en avant ces deux officiers britanniques. Ils n'ont jamais mis sur la table les officiers français. Elles peuvent avoir les négociations, les échanges, tout ça, entre guillemets, sur le truc secret, mais ils ne les mettent pas sur la table. Pourquoi? Parce que la Russie n'a pas envie de mettre la France parmi les perdants. En France, il y a encore des structures et il y a encore des gens qui ont le souvenir de collaboration entre la Russie et la France. La France, c'est un pays qui se rappelle encore de sa souveraineté et qui a la capacité de l'être. Elle a encore un appareil État, peut-être corrompu, mais qui peut être mis en place. La Russie, elle a tout l'intérêt de rétablir la France dans cette position-là. Donc, elle veut l'exclure de cette guerre. En revanche, elle a tout l'intérêt de mettre les Britanniques en plein dedans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de la France, on dit que la France, aujourd'hui, elle est sur une grande influence de la Grande-Bretagne, mais que la France par elle-même, et ça, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans la propagande russe, voilà, on met toujours la France à l'extérieur de cette guerre en disant que tout ce qu'il dit aujourd'hui, Macron, c'est un petit rejeton de Rothschild, c'est un petit rejeton de la City, c'est à eux qu'ils obéissent. C'est devenu, on dit qu'aujourd'hui, l'armée française, il y a un grand nettoyage qui est fait, en tout cas par CIA ou par M6, qu'aujourd'hui, on prépare la France pour ce truc-là, mais que la France, par elle-même, elle a encore une structure, elle a encore des gens qui sont capables, finalement, de sortir de ça. Elle communique énormément là-dessus. L'Allemagne, on communique aussi beaucoup aujourd'hui sur 12 Allemagnes. Et donc, la séparation de ces deux Allemagnes, il serait inévitable. Et ce sera fait pas tout de suite à la fin de la guerre. Non, ça va prendre 2, 3, 4 ans. On va aller progressivement à cette partie-là. Mais d'ici 2, 3, 4 ans, l'Europe, elle sera complètement restructurée. Et la France, encore une fois, merci à la Russie, mais aussi merci à tous ces Français qui sont encore, comment dire, gardés le souvenir de cette souveraineté, qui sont encore un tout petit peu plus de jugeotes là-dedans, qui osent encore aujourd'hui de parler et qu'on utilise dans ce sens-là, qui pourront reconstruire la France. En revanche, la Grande-Bretagne, j'en donne pas cher pour sa peau. Et si aujourd'hui il y a ces deux militaires qui sont mis en avant, c'est parce que la Russie, il veut les mettre dans ceux qui étaient dans la guerre, qui seront parmi les perdants et qui auront des pépettes à payer. C'est ça qui est important. La Russie va demander des dommages aux intérêts à la Grande-Bretagne. Et à la France, il y aura une proposition. Ou vous êtes parmi les perdants et vous nous payez, ou vous êtes parmi ceux qui restent à l'extérieur et du coup, on recrée de bonnes relations ensemble et on
continuer à recommuniquer et vous seriez parmi, peut-être pas des gagnants, mais ceux qui sont restés à l'extérieur. C'est ça qui est important. Et quand on voit comment tout ça, ça se met en place, c'est évident que la fin de guerre, elle est imminente. Voilà. Oui. Et je voudrais juste ajouter une petite chose pour l'intervention de T. C'est vrai que la Grande-Bretagne, par exemple, comme l'a souligné Tatiana, et certaines nations européennes peuvent avoir une capacité de nuisance. Mais admettons par exemple l'Allemagne, puisqu'on a parlé de l'Allemagne, qui veut aller en guerre, etc. Pour aller en guerre, ils doivent partir avec le matériel militaire. Or, le matériel militaire comprend des composantes américaines qui doivent donner leur accord. Si jamais ils disent Oui. niet, en dépit de leur désir de faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas faire. C'est pour ça que personnellement, je reste dans cette pensée que l'Union européenne, même si jamais ils devraient grincer des dents, ils prendront le pli. Ils vont se plier, oui. Et ce qui fait Trump aujourd'hui, en leur posant 5%, c'est exactement ça. En posant, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de métaux, vous n'avez pas d'industrie, et vous avez, entre guillemets, une obligation d'acheter nos armes et pas les vôtres. Trump, aujourd'hui, excusez-moi, je ne fais pas confiance aux Américains. Et Trump, excusez-moi, c'est un brigand. Mais aujourd'hui, je fais confiance à Poutine. Et si Poutine fait confiance à Trump, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Et il y a deux façons de casser des choses. Il y a une façon de ne rien dire et faire des choses un tout petit peu, comment dire, derrière. C'est un petit peu la méthode russe. Et il y a les méthodes américaines, c'est de faire énormément de bruit. Du coup, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ils balancent constamment l'information dans les médias pour ne pas casser les choses importantes. Et les choses importantes, c'est cela. Qui s'occupe de la guerre en Ukraine aujourd'hui? C'est Medinsky. Est-ce qu'il participe dans les échanges entre Trump et Poutine? Non. Qui participe dans cet échange-là? Dmitriev. De quoi il s'occupe, Dmitriev? Il s'occupe de fonds d'investissement russes. Et c'est là-dessus qu'il se retrouve. La première rendez-vous entre les Américains et les Russes, c'était en Arabie Saoudite. Qui était à côté de Poutine quand il a donné son interview sur la rencontre de Trump? Voilà. Je veux dire, tout ça, ça se fait là-dessus. C'est là où le dollar est né, le pétrodollar est né, c'est là il mourra. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, ça va dans le même sens. Et encore une fois, l'Ukraine, c'est un tout petit bout de l'iceberg. C'est malheureux de voir des gens qui meurent là-bas. C'est malheureux. Je veux dire, je suis la première à dire, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on arrive à tel point à manipuler les gens qu'ils vont s'entretuer entre, excusez-moi, le peuple frère, quoi. Le même peuple, même. C'est malheureux. Mais encore une fois, je veux dire, quand on arrive à manipuler le peuple dans un sens, on arrivera à le manipuler dans l'autre sens. Et quand les choses vont sortir, quand la vérité va sortir, à commencer déjà par la corruption, à commencer par déjà tous les arrangements. Les Ukrainiens, tu crois qu'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont en train de combattre pour, excusez-moi, BlackRock et compagnie? Et d'ailleurs, Merz, d'où il vient? C'était bien un ancien de chez BlackRock. Et moi, je ne crois pas aux anciens de chez BlackRock. Désolé. Aujourd'hui, il est en train de manipuler son État pour essayer de le mettre sur les rails de la guerre. Et ce qu'il fait aujourd'hui, entre guillemets, le Poutine et Trump, ensemble, chacun de sa façon. Et encore une fois, j'aime pas les Américains. Trump, elle me fait beaucoup marrer, mais je ne les fais pas confiance. Et je pense que son pays, il va mal finir, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est éviter la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Est-ce qu'on arriverait? Je ne sais pas. On n'arriverait pas sûrement d'avoir des plein de petites guerres un petit peu partout, parce que forcément, les gens ils vont essayer de se battre pour être, on va dire, moi, leader dans sa région. Ça, c'est sûr et certain. Mais que la Troisième Guerre mondiale pourrait peut-être sera évitée si bien sûr, les Européens ne feront pas trop de conneries. Et là où c'est dangereux de voir que l'armée française aujourd'hui, dans les plus hauts niveaux, il y a un grand nettoyage justement par les CIA. C'est le risque de vie. Si c'est vrai, c'est très inquiétant parce que c'est vrai que la France, elle dispose d'une arme nucléaire, donc une arme nucléaire qu'elle a le droit de balancer en préventif. C'est le seul pays qui a donc qui peut entre guillemets n'a pas tiré en réponse mais en prévention. J'espère qu'ils ne feront pas cette connerie-là. C'est la seule chose qui me fait peur. Mais si cette chose-là ne se passe pas, et si on arrive à l'éliminer avec les histoires de gonzesses, papy, mamie, là-bas, etc.,
Ce que je suis en train de demander, c'est, excusez-moi, mais c'est ça, quoi. Les mecs, on est en train de démanteler un par un toute cette petite clique de ces gens-là qui sont mis là pour diriger des États, des gens qui travaillent pour les corporations, voilà, qui sont qui travaillent pas dans les intérêts de l'État. Et je suis désolé, quelqu'un qui m'explique aujourd'hui que Macron, là, démocratiquement élu, travaille dans les intérêts de la France, je suis désolé, moi je veux bien avoir de preuves, d'accord? Donc aujourd'hui, ces gens-là, tout comme Merz aujourd'hui, il est en train de mener son pays à l'abattage. Donc quand on arrivera à éliminer ces gens-là un par un, et on va les éliminer un par un, vous allez voir, ça va entièrement changer. Et moi, je vous dis, l'Union européenne, tout comme la guerre, l'Ukraine, ils ne passeront pas l'hiver, les deux. Alors, on va changer de discussion. Je vais vous montrer un petit éditorial du Monde qui m'a un peu interpellé. Euh, attendez une petite seconde. Ah, déjà, on est hyper long. Si en plus, tu ne trouves pas tes vidéos, Quoi? Qu'est-ce que tu as râlé? j'ai faim. Alors, ça me fait râler. Alors, Voilà, Le Monde. Vous le voyez? Il est tout non, petit. Il est tout petit. Ah bon? Alors, comment faire? Ben, je lis, d'accord? Oui. Monsieur le Président, si les sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière. c'est qui l'a dit déjà? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Monsieur Macron va reconnaître un cimetière et pourquoi il reconnaît d'un seul coup la Palestine? Michel. Euh, Encore une fois, des accords qui se font en arrière-plan et je pense que la France ne voudrait pas se retrouver dans une position où on va lui reprocher, et malheureusement, on va reprocher à la France de son silence. De la même manière que la France s'est excusée auprès du Rwanda, de la même manière que la France, à un moment, s'excusera vis-à-vis de la RDC par rapport au silence qu'ils entretiennent avec les massacres qu'il y a à l'est du Congo. De la même manière, je pense que la France, à un moment, viendra aussi s'excuser du fait qu'ils n'ont pas réagi alors qu'il y a des massacres avérés au niveau de Gaza. L'intervention du président qui disait c'est la responsabilité des historiens de déterminer s'il y a un génocide ou pas, il a juste botté à côté pour ne pas reconnaître, mais les choses deviennent de plus en plus graves, les choses deviennent de plus en plus populaires. Et même sur le plan local en Israël, il y a des gens qui se dressent contre cela. Même sur le plan international, tout le monde en parle. Évidemment, le gouvernement israélien essaye de se rattraper et sans compter les satellites qui sont dans la chaîne, les chaînes françaises principales qui passent pour dire, vous avez vu les images des otages, comment ils sont maigres, etc. et tout et tout. Mais ils oublient ceci. Pour que les otages soient nourris, il faudrait que les preneurs d'otages aient de la nourriture. Or, il n'y a pas de nourriture. Donc, ce n'est qu'une conséquence de la politique qui a été appliquée quelque part. Et donc, à un moment, les gens choisissent leur camp pour ne pas se retrouver du mauvais côté de ceux à qui on va pointer les doigts pour dire vous êtes responsable de cela. Et donc, chacun essaye de faire du rétropédalage. C'est pas seulement en France, il y a plusieurs nations qui le font, il y a plusieurs groupes qui le font, même des chaînes qui commencent, chaînes télé françaises officielles qui commencent à modérer leurs propos alors que auparavant c'était des discours bien tranchés, bien établis, unidirectionnels. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que M. Macron,
c'est-à-dire qu'elle représente la France, va connaître l'État palestinien, c'est un peu trop tard, quoi, en fait. Parce que quand je vois les points colonisation en Cisjordanie et au pan de Gaza, je me suis dit que l'État palestinien physiquement ne peut pas former comme un État. Parce que c'est partout, il y a des colons. Premièrement, deuxièmement, ils disent que si Macron qui reconnaît pas l'État palestinien, ce serait un cimetière. Mais Gaza, c'est déjà un cimetière. Hein. Alors, donc, je me pose seulement une question. La position de la France, politique étrangère, est pas très claire depuis Jacques Chirac, au fait. Parce que Jacques Chirac aurait pu reconnaître l'État palestinien, étant donné que Jacques Chirac était un ami des Palestiniens. Je me souviens encore quand il était allé en Israël et que les Israéliens ne voulaient pas qu'il aille dans un endroit. Vous vous rappelez cette histoire? Il a dit, Oui, je très vais où je bien. veux. Voilà. Donc, je considère que M. Chirac, il avait tout à fait une position apte de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi il l'a pas fait? Ça veut dire que, que la France est ambiguë dans cette histoire. Et maintenant, on attend que déjà 100 000 morts, ou je sais pas combien, et tous les jours, les enfants et les femmes qui meurent, et qui meurent aussi par la faim, et tout ça, reconnaître l'État, c'est plus reconnaissable comme État. Donc, je suis pessimiste. Voilà. Ouais, 60 000 morts minimum, plus les blessés qui, s- qui sont donc décédés ensuite, plus les gens qui ont été coincés sous les immeubles, etc., etc. Voilà. Tatiana, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ben, moi, je vais encore aller dans le contresens de tout le monde. Bon, déjà, Macron, il a déjà pas grand-chose à ce que de sa propre population dans son pays. De croire qu'il a quoi que ce soit de ce qui est, en Palestine, il ne faut pas rêver. Attendez, là. Et RDC, voilà. Et quand on explique à un président qu'il part réparer comment on dit ça, une clim, je suis désolé. Non, il ne reconnaîtra rien du tout, rien du tout. Si la France, elle reconnaîtra quoi que ce soit un jour, ce ne sera pas avec Macron, c'est sûr et certain. En tout cas, ce qui est intéressant avec Israël, vous savez, il existe une science comme ça qui s'appelle l'ingénierie sociale. Comment finalement guider la population dans tel et tel sens. Aujourd'hui, si Israël disparaît, à qui ça va poser beaucoup de tort? En tout cas, au niveau politique et au niveau, on va dire, dans l'avancement dans son propre pays. À qui ça va vraiment poser beaucoup de tort? À Trump. Trump aujourd'hui est l'ennemi à abattre numéro un, on va dire, de toute cette coalition, on va dire Grande-Bretagne, Europe et tous les restes. Aujourd'hui, Trump, il représente un danger. La destruction d'Israël, c'est un joker dans les mains de cette coalition de mondialistes. Mais tu ne peux pas faire disparaître un État comme ça sans que les populations ne soient pas prêtes à ça. Aujourd'hui, à n'importe quel petit coin du monde, si tu parles d'Israël, la première idée qui te vient dans la tête, c'est tout ce qui s'ensuit. Ils sont en train de commettre un génocide, ils sont en train de nuire à tous leurs voisins, ils sont en train de faire. En gros, tu vois, je veux dire, parfois même l'idée de dire que peut-être que à un moment, quand on les a mis, on va dire, brûlés dans les chambres à gaz, il y a peut-être une raison. C'est une énorme, énorme pensée mauvaise. Il ne faut pas le penser. Mais, tu vois, petit à petit, cette idée-là, elle vient dans les têtes des gens. Israël ne représente pas la population. Israël ne, le gouvernement d'Israël ne représente même pas la population d'Israël aujourd'hui. Mais tout est fait pour que dans notre tête, on soit prêt au fait que ce pays-là peut disparaître. Et ce qu'il fait aujourd'hui, Netanyahou, il fait tout pour nuire non seulement au peuple juif, mais aussi à l'État d'Israël. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est dans ce sens qu'on va. Et quand l'autre il dit qu'il va reconnaître, soi-disant, l'État, c'est pas pour reconnaître le peuple palestinien, donc il a vraiment pas grand-chose à se quoi. Non, c'est pour nuire Trump, du monde à tout le monde. Regardez, lui, il soutient ce régime. Trump, il a de très mauvaises relations avec Netanyahou parce qu'il sait que Netanyahou, il joue contre Israël. Aujourd'hui, il est en train de maintenir tout ça en place. Il est en train de, excusez-moi, de presque entrer en bonne relation avec l'Iran et céder sur les sanctions sur le pétrole juste pour essayer de sauver Israël. Mais tout est fait déjà dans nos têtes pour qu'on soit prêt au fait que on doit, l'Israël c'est des méchants, on doit le détruire, on ne se portera que mieux si ce État-là n'existe pas
et Trump, il va avec. Donc, regardez comme Trump, il est horriblement méchant parce que je tiens. Je ne donne pas raison, je donne juste l'une des versions qui peut-être n'est pas vraie, mais c'est une version qu'il faut aussi prendre en considération quand on analyse les mondes. Tatiana, oui, mais par contre, 80% des Israéliens ne sont pas pour la Palestine, l'État palestinien. Oui. Non. 80%. J'ai lu un sondage dans Haaretz, qui est un journal d'opposition à Netanyahou, qui, ben, justement, constatait que 80% des Israéliens ne veulent pas de la Palestine. Oui. Et 40% de population en, en Ukraine aujourd'hui prête à les combattre pour leur territoire. Qui fait les sondages? Qui fait les demandes? Excusez-moi. Moi, aujourd'hui, je ne prends pas. Moi, je suis beaucoup de chaînes israéliennes. Je suis énormément de chaînes israéliennes. Et c'est vrai que leur nettoyage de cerveau, il est bien fait aussi dans ce sens-là. Mais encore une fois, je te dis que ce que je viens de dire, là, je viens de dire. Et je précisais, c'est pas la vérité vraie. Mais c'est l'une des options qu'il faut aussi voir. Aujourd'hui, de dire qu'une telle personne va reconnaître l'État ou ne va pas reconnaître l'État, on ne sait pas quelles sont réelles pensées de ces personnes-là. Que Macron, d'un seul coup, il réalise qu'il y a des pauvres Palestiniens qui meurent de faim, je suis désolé, non, c'est pas vrai. Si il parle dessus, c'est justement pour nuire, excusez-moi, aux gens qui lui posent vraiment des problèmes, à commencer le gouvernement de Trump. En tout cas, le Trump qui est en train de... Écoutez les amis, là c'est important ce que je veux dire. Si la réserve fédérale disparaît, s'il n'a plus son puissance, l'euro s'écroule. Si l'euro s'écroule, tous ces gens-là s'écroulent. Aujourd'hui, ça représente un danger vital pour tous ces gens-là. Trump est l'ennemi à abattre, bien, je veux dire, c'est le numéro un. Poutine, il va bien derrière, quoi. Aujourd'hui, Trump, il est vraiment en train de représenter un danger pour l'Europe tel qu'on le connaît. L'euro sert à blanchir le dollar imprimé par les réserves fédérales et qui est blanchi par les dettes des États. C'est à ça qu'il sert. Si demain, ça n'existe pas, à quoi l'Europe va servir? À quoi l'euro va servir? À quoi tous ces gens-là qui se, excusez-moi, corrompus jusque-là, qui sont dans l'Union européenne, vont servir? Alors, dis-moi, Michel, toi au Canada, les Canadiens vont reconnaître la Palestine? Je pense qu'ils vont suivre la tendance et reconnaître la Palestine, mais encore une fois, je pense que ça va être un peu présenté comme les Britanniques l'ont dit, sous certaines conditions qui doivent être remplies au préalable. Mais définitivement, ça va être la tendance parce que les gouvernants qui sont en train de diriger leur pays doivent quelque part aussi prendre le pouls de la population. Et il y a des gens qui sont de plus en plus choqués, de plus en plus affectés avec l'ensemble d'images. À l'époque, quand il n'y avait pas des réseaux sociaux et autres, le téléphone portable où tout le monde peut se transformer en journaliste, les gens prenaient pour mordicus les informations comme étant des faits réels. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'images de ce que est devenu la population palestinienne, de ce qu'ils sont en train de traverser, que même quand ils n'ont pas de quoi manger et qu'ils vont aller chercher à manger, ils meurent parce qu'on leur tire dessus. Et ça, ce sont des choses qui finissent par choquer de plus en plus de gens. Et à un moment, les dirigeants, ils regardent aussi ce qui se passe. S'ils sont les seuls à se dresser et que tout le monde est contre eux, ça ne jouerait pas en leur faveur. Donc, je pense que les Canadiens vont prendre le pli, ils vont reconnaître l'État palestinien. Sous quelle forme, je ne sais pas exactement les détails, mais tout le monde va aller dans cette direction-là pour, pour se préserver un peu à leur niveau de pouvoir et de direction. Ti? Je suis d'accord avec Tatiana et avec Michel, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais une chose que je suis manquéquine. L'État israélien ne peut pas disparaître. Non. Il ne va pas disparaître. Et je suis très inquiète au niveau de Netanyahou qui veut faire un projet de grand Israël. Vous voyez?
Et les États-Unis, étant donné que les lobbies financiers sont très forts et sont dans les mains des Juifs, hein, ça, il faut le reconnaître. Hein. Et pour moi, Israélien, c'est 53e État des États-Unis. Il ne peut pas disparaître, il ne va pas disparaître, même si c'est Trump ou quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Maintenant, Macron que va reconnaître, euh, Canada va reconnaître, mais reconnaître de quoi? Il n'y a plus rien à reconnaître. Comment vous voyez entre le Gaza et puis le Cisjordanie, on va faire un pont pour aller les uns et les autres? Je ne sais pas, je pose la question. Hein. Je pense que ça va être ça, et ils vont trouver définitivement un terrain d'entente par rapport à cela. Je suis d'accord que l'État d'Israël ne disparaîtra pas. C'est un fait, c'est quelque chose qui est établi. Je pense que la politique israélienne maintenant dictée par Netanyahou est plus non pas dans l'intérêt de la nation israélienne, mais plus dans les intérêts du président Netanyahou lui-même, parce que Netanyahou sait que si jamais la guerre cesse, il a des dossiers qui l'attendent et il a intérêt à maintenir une situation de guerre. Je ne sais pas si vous avez remarqué que chaque fois qu'il y avait comme une accalmie quelque part, automatiquement, il allait agresser les autres voisins. Il allait bombarder le Liban, il allait bombarder la Syrie, toujours maintenir Israël en état de guerre parce que tant qu'il y a cet état de guerre-là, il peut être préservé. Donc, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas vraiment des intérêts des Israéliens, il se Non, il sauve préoccupe sa peau. d'abord de ses propres intérêts. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. C'est toujours ainsi que je perçois la chose. Je peux être dans l'erreur, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Oui, clairement, il sauve sa peau. Mais est-ce que Ah les oui, Israéliens, excusez-moi, mais est-ce que le peuple israélien pense comme nous? Alors, oui, de plus en plus. Je moi, pense que oui. Je pense que le pourcentage est très peu. moi, encore une fois, j'écoute pas mal de blogueurs qui viennent d'Israël. Je sais qu'il y a une énorme fuite d'Israël aujourd'hui. On parle d'un nouveau exode et il y a beaucoup de gens qui quittent justement les territoires, curieusement encore une fois par Égypte. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Vous m'avez dit que Israël ne peut pas disparaître et c'est le 51e État des États-Unis. Alors imaginez-nous qu'il disparaît. À qui, encore une fois, ça va porter du tort? À Trump. Et quand il y avait l'attaque de l'Iran, quand l'Iran était attaqué, vous savez qu'il était attaqué par Israël. Excusez-moi, moi, je ne suis pas dans les services secrets, d'accord? En tout cas, pas dans les services secrets aussi puissants que ceux d'Israël. Mais moi, je savais que l'Iran possède des missiles hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter. Et moi, je savais que s'il y a une guerre entre les deux, Israël, qui a un tout petit territoire, elle peut être rasée totalement. Donc, quand Israël attaquait l'Iran, elle savait ça. Mais non seulement elle savait ça, mais pour vraiment être sûr que l'Iran réagit fortement, elle était non seulement attaquée par ce biais-là, mais elle était aussi attaquée dans le dos par, excusez-moi, Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, donc aujourd'hui, qui est en train de plus ou moins préparer un second front contre la Russie, Azerbaïdjan, l'Arménie, Turquie, un axe britannique. Aujourd'hui, Azerbaïdjan, l'infrastructure et le pognon même d'Aliyev, c'est dans le offshore britannique. C'est la Grande-Bretagne aujourd'hui qui donne des ordres à Azerbaïdjan qui a tiré sur l'Iran. Il y avait les deux qui sont tirés sur l'Iran. Il fallait calmer l'Iran, qu'il n'éduque pas Israël, qui était dans l'intérêt que l'Israël soit détruit, la Grande-Bretagne. Ce coup-là, il était fait monter par la Grande-Bretagne aujourd'hui, parce que la disparition d'Israël portera un coup fatal à Trump. Et je vous rappelle encore une fois, lui, c'est le numéro un aujourd'hui à abattre parce qu'il mène une politique qui est destructeur pour l'Union européenne, en tout cas, elle est destructeur pour la Grande-Bretagne, pour la City, pour la corporation, par tous ces gens-là, par cette clique financière. Et il ne faut pas oublier que l'intervention d'Azerbaïdjan dans cette guerre-là, elle en parle déjà par elle-même. L'Iran était calmé, Trump allait à des énormes, on va dire, arrangements pour que l'Iran ne détruise pas Israël.
Et toute cette mascarade, la guerre de 2 jours, on a tiré, on a détruit leur structure. Attendez là, vous pensez qu'ils ne savaient pas qu'ils ont déménagé tout leur truc nucléaire dans une base, la seul endroit qui n'a pas été tiré, où Poutine a dit, je sais que là, j'ai même dit, je ne vais pas évacuer les personnels de cette base-là. En tout cas, elle a dit qu'il y a une structure russe, donc, justement nucléaire en Iran. Elle a dit, là, c'est Bouchara, je crois. Il a dit, là, je ne veux même pas évacuer mon personnel parce que je sais que là, personne ne va tirer. Quand il a dit ça, tout était déménagé là. Tout ça, c'est encore une fois une énorme mascarade, mais aujourd'hui, voilà, Israël elle fait partie aussi dans les négociations de l'un de part. C'est pour ça que quand on dit qu'on parle de l'Ukraine, non seulement on ne parle pas que de l'Ukraine, on parle aussi d'Israël. Et Trump aujourd'hui, il va aller au sacrifice pour sauver Israël. Et il va aussi nuire énormément à la Grande-Bretagne. Je vous dis encore une fois qu'on ressort ces 12 officiers, juste maintenant 12 officiers britanniques. Ça aussi, ça en dit long, quoi. Il y a plein de choses, il y a plein de petits détails comme ça qu'il faut prendre en considération. Et Israël, aujourd'hui, oui, il peut disparaître, on peut le faire disparaître. Et aujourd'hui, la Russie et Trump, ils n'ont pas l'intérêt que ça disparaisse parce que ça va provoquer un énorme chaos dans cette zone-là. Donc aujourd'hui, excusez-moi, on pourra peut-être, on verra par la suite. Mais Netanyahou, aujourd'hui, c'est un agent britannique et il ne travaille pas dans le sens d'Israël. Et il y a énormément d'Israéliens qui le comprennent et qui le disent. Voilà. Michel? Bon, je n'ai pour ainsi dire rien à ajouter par rapport à ça, hein. Je pense que euh, je suis sur cette logique-là que Netanyahou fonctionne pour Netanyahou et pas pour nécessairement l'intérêt des Israéliens. Et donc, plus il peut créer des situations, plus il peut générer des événements conflictuels, plus il restera là-bas parce que on est en état de guerre, il faudrait que le gouvernement tienne, soit uni, etc. Mais c'est vraiment plus les manœuvres de l'individu et non pas nécessairement les aspirations d'un peuple. Un seul individu, comme ça, ne peut pas faire les choses. Il y a forcément une structure derrière. Mais en revanche, je suis d'accord avec toi. Netanyahou, il a tout l'intérêt que ce soit comme ça. Et surtout, je dirais, il a tout l'intérêt que l'État d'Israël disparaisse. Parce que s'il n'y a plus d'État, qui c'est qui va le juger? Voilà. Donc, Si. encore une fois, un seul homme, aujourd'hui, ne peut pas changer les choses. Il y a une structure. Toujours, il y a une structure derrière. Et il y a toujours les intérêts des grandes puissances qu'on ne s'imagine même pas. Si. Bah, je suis d'accord avec Michel et Tatiana, je ne peux pas ajouter grand-chose. C'est sûr que Netanyahou, il est là parce qu'il a peur d'aller en prison. Oui, Ça, c'est une chose certaine. clairement. Mais j'ai toujours très peur que le peuple israélien le soutienne. Non. Il est, Il y a une seule petite partie il y a qui une partie. manifeste. Parce que il me semble, je suis jamais allée en Israël, j'ai pas trop d'amis qui habitent en Israël, donc je peux pas dire grand-chose. Mais il me semble que là-bas, la censure est très très forte et que la propagande bat en plein. Donc les gens ont très peur, vous voyez? Donc Oui, il y a Israël. des Israéliens d'origine arabe, hein, en Israël. Oui. Il paraît qu'il y a quand même 1 ou 2 millions, vous voyez? Il y a- Mais est-ce que cela, justement, est-ce que cela, ils osent dire quelque chose ou Il non? y a, il y a beaucoup de manifestations en Israël qu'on ne montre pas chez nous, mais il y en a. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Mais là où il y a vrai danger, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a énormément d'Israéliens aujourd'hui qui quittent le pays. Et ceux qui restent, eux, finalement, c'est plutôt les gens qui sont, on va dire, ceux qui restent, ils sont dans cette politique-là. Ici, effectivement, tous les gens qui ne soutiennent pas le gouvernement en place et ceux qui voient les choses différemment partent, effectivement, il va rester en Israël que les gens qui soutiennent aveuglément ces massacres et les politiques de Netanyahu. C'est là le danger, c'est vrai. Mais après, voilà, comme dit Trump, il va essayer de, je veux dire, la disparition d'Israël, ça sonnera la fin de Trump. Donc, il va aller dans ce sens-là. Et s'il faut, il mettra avec Poutine sur la table de négociation Israël. Il va céder l'Ukraine pour sauver Israël. Et je ne serais pas surprise que c'est aussi là-dessus qu'il y a les accords qui sont faits. On ne va pas en parler, on ne va pas crier sous le toit, c'est pas possible.
Mais c'est aussi là-dessus qu'on va en parler. Alors peut-être que la réunion avec M. Poutine va se passer aux Émirats arabes unis. On n'en sait pas encore grand-chose, mais on a vu tout à l'heure M. Poutine qui pouvait dire peut-être, peut-être les Qui Émirats. était à sa droite à ce moment-là? Pardon? Qui était en visite en ce moment-là à Moscou? Qui était là, juste à sa droite? Oui? Le... Voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, dollar, ils tiennent par l'une de ces grands parties. Donc, il y a la dette des États, d'où la création de stablecoin, justement pour faire la passerelle et pour pouvoir aux gens de, entre guillemets, de basculer de l'un à l'autre. Il y a cet accord qui va être fait à l'Arabie Saoudite, justement pour faire disparaître le pétrodollar. Il y aura plein d'autres choses qui vont se faire. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Et l'Union européenne, c'est l'un des fondements sur lesquels de l'air tient. Donc, et les vouée à disparaître. Rien que pour ça, quoi. Parce que l'on fait partir de ces 5 points qu'il faut éliminer pour justement que les États-Unis récupèrent leur souveraineté. Parce que c'est là la question. La question aujourd'hui, c'est la question de souveraineté de ces pays-là. Je ne crois Bien. pas qu'il va arriver, mais bon, Eh c'est bien, la mes chers abonnés, figurez-vous que ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Espérons qu'il y a encore les éditeurs qui sont là, qui nous écoutent. Hein. S'il y en a qui sont arrivés jusque-là, faites-nous un petit commentaire pour nous montrer que vous êtes bien patient et bien courageux pour rester 2 heures à écouter nos sottises. Pendant que nous, on est en train de parler, il est certains parmi nous qui sont en train de crever de faim, je précise. Voilà, Alors donc, oui, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Tatiana, une chaîne YouTube. Elle là. et je vous promets, je fais une petite saga, bon, un peu interrompue, mais justement, comment dire, sur l'histoire telle qu'on ne la raconte jamais. Donc, sur la création de la réserve fédérale et tout ce que ça a impliqué. Et là, je vais arriver à l'épilogue. Et donc, de ces 3 propositions qui sont mises sur la table. En gros, je pense que là, il me reste encore peut-être 1 ou 2 vidéos et que j'aurai fini avec cette petite affaire. Eh bien, merci beaucoup Ti, merci beaucoup Michel et Tatiana. Bon. N'oublions pas que nous avons la revue de presse russe. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. À la semaine prochaine. À bientôt. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France.